Salut Tiffany. Bonjour. Salut, bienvenue. Merci d'être là avec nous. Tiffany, on est là pour parler de bagnole. Si vous arrivez là après avoir regardé des épisodes de Top Gear, vous allez peut-être pas être hyper content. Tiffany, tu es historienne, tu es détentrice d'une bourse du FNS sur l'histoire politique de la voiture en Suisse et tu es chargée de cours à distance. C'est juste? Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ta recherche? Qu'est-ce qui t'occupe? Qu'est-ce qui t'anime? Alors le projet histoire politique, j'insiste sur le politique parce que c'est vrai quand on parle histoire de l'automobile, on pense facilement à des livres au papier glacé, histoire peut-être économique, histoire des pionniers, enfin, et là c'est vraiment une histoire justement de choix en matière de transport euh, euh, individuel motorisé, et entre 1950 et 2000 sur la Suisse. C'est vraiment une recherche d'histoire en Suisse. Et l'idée, c'est alors je prends plusieurs cas d'études, parce que c'est très large, comme ça, histoire politique de l'automobile. L'idée, c'est de voir, d'étudier en fait un peu les leviers de la motorisation en Suisse, même si c'est un phénomène global, mais de voir un petit peu à l'échelle nationale, voire régionale et locale, les leviers de la motorisation. Et on voit que parce qu'on a souvent l'idée que c'est quelque chose d'un peu inéluctable, le développement de l'automobile, la démocratisation dans les années 60, etc. Et en fait, non, c'est souvent le résultat de choix politiques. Oui, c'est ça que je trouvais très intéressant en t'écoutant parler de ça. Voilà, on a cette situation actuelle, la voiture RN, et ça paraît inéluctable, comme tu le disais. Et ce qui est intéressant dans ta recherche, c'est qu'en fait, tout au long du XXe siècle, surtout au début du XXe siècle, c'était pas du tout une évidence pour beaucoup de gens. Tout à fait, il y avait une... alors, ouais, évidemment, je travaille aussi un petit peu sur la première moitié du XXe siècle, même si la recherche, normalement, s'occupe plutôt du second XXe siècle. Alors, oui, donc il y a une hostilité qui est très répandue envers l'automobile, et ça dans les villes et dans la campagne aussi. Euh, c'est une hostilité qui s'observe un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, etc. Mais en Suisse, on dit qu'il y a une autophobie peut-être plus marquée qu'ailleurs, qui est peut-être liée aux Alpes, enfin aux régions montagneuses, montagnardes, pardon. Il y a notamment l'exemple très connu des Grisons, du canton des Grisons, qui a interdit toute circulation automobile de 1900 à 1925. Et puis les gens ont été amenés à voter plusieurs fois sur le sujet, et ils ont refusé 10 fois l'autorisation de circuler sur leur canton, dans leur canton. Euh, alors, il y a des historiens et des historiennes qui disent qui demandent finalement, et c'est intéressant parce qu'ils prennent cet exemple des Grisons pour dire, mais finalement, est-ce que on aurait choisi l'automobile, est-ce qu'on aurait privilégié ce moyen de transport si les sociétés étaient vraiment démocratiques? Parce qu'au début, il y a plein de commentaires, au début du XXe siècle, il y a plein de commentaires dans la presse, etc., qui disent, mais si on soumettait ça à un vote, tout le monde refuserait ce moyen de transport. Pourquoi? Par exemple, au Grison, on vient de financer les chemins de fer rétiques. Donc, on se demande pourquoi finalement maintenant faire de grosses dépenses pour en fait améliorer, enfin adapter les routes à l'automobile, alors qu'une toute petite élite possède encore une automobile, et une élite souvent citadine et étrangère. Donc on remet ça en question, ça remet aussi des métiers en question, tous les métiers liés aux chevaux notamment. Il y a différents types de résistance. Il y a aussi évidemment la question de la dangerosité, parce qu'il y a énormément d'accidents au début du XXe siècle, et puis ça perturbe la vie locale. Si on pense justement aux milieux ruraux, ça perturbe le chemin enfin, les chemins pour le bétail, etc. Donc voilà, donc il y a quelque chose d'une nocité effectivement qui est très répandue. Puis après, c'est intéressant de voir comment justement
comment on a fait face à ces nuisances en fait, parce qu'il y a aussi qu'est-ce qui est dénoncé, c'est surtout la poussière, le bruit et justement les accidents. Mais, donc, au Grison, ça a été refusé 10 fois, c'était suite à un vote populaire? Voilà, exactement. Ok. Ouais. Et comment les avis changent tout d'un coup? Enfin, comment ça marche la 11e fois? Très bonne question. Alors bon, on a aussi tourné la question de manière, alors je ne rentre pas dans les détails, mais on a tourné la question de manière à ce que c'était difficile de ne plus accepter. Après, il y a une évolution quand même des mentalités, je pense, d'acceptation justement de l'automobile, de voir, enfin, les citoyens à l'époque, donc ce masculin pluriel, les citoyens voyaient certains avantages quand même, il faut le dire. Et puis par rapport au transport, à la circulation des médecins, etc. Et puis il y a quand même des leviers alors plus concrets, c'est par exemple la création d'une section de l'Automobile Club Suisse au Grison, justement qui est vraiment créée pour gagner ce combat-là. Au début du XXe siècle, et puis ils sont financés aussi par l'Automobile Club Suisse. Donc l'idée c'est de faire sauter un peu ce dernier bastion, quoique c'est pas tout à fait il y a d'autres, ce que je voulais dire avec ce cas des Grisons, c'est qu'il n'y a pas que les Grisons, il y a quand même plusieurs résistances au niveau, dans plusieurs cantons, dans les années 20, il y a encore beaucoup de cantons qui interdisent la circulation le dimanche après-midi, par exemple. Toute circulation automobile, dimanche après-midi? Oui, alors il y avait des heures, c'était parfois seulement 2-3 heures, etc. Mais ça posait des problèmes. L'Automobile Club Suisse s'agaçait beaucoup de ça, parce que ça veut dire qu'il y avait des juridictions différentes selon les cantons, etc. Et il y a qui derrière cet Automobile Club Suisse en fait? Quel est le profil typique du membre, s'il y en a un? Je pense qu'on peut dire que c'est déjà des consommateurs, donc des propriétaires d'automobiles, ça c'est évident. Pour donner je crois qu'en 1914, il y a 5000 voitures en Suisse, hein, et elles sont possédées surtout donc, par des entrepreneurs, des banquiers, des rentiers aussi, quelques médecins, des hôteliers. Donc voilà, c'est quand même une élite, hein, souvent citadine, je l'ai dit, et qui sont parfois représentants politiques ou qui ont des liens très étroits avec des décideurs politiques. On sait qu'en Suisse, ces élites, parfois militaires, économiques, politiques, sont très liées. On parle de 1925. Quelle proportion de la population avait une voiture à l'époque, à peu près? Justement, pas que je dise de bêtises, là j'ai un petit doute sur 1000 habitants. Non, je peux plus vous dire de tête. Mais c'est une minorité, on ah est oui, d'accord. non, tout à fait. Oui. Là, justement, 5000 autos pour toute la Suisse. D'accord. Mais il faut voir la population, je crois que c'est 4 millions à l'époque. Ouais, mais du coup, quel est l'argument parce que donc ils ont quand même réussi à convaincre plus de 50% des Grisonnais. Ouais. Des Grisonnois. Grisonnois? Non, je déconne. Grisonnais, je crois. Grisonnais. Ils ont convaincu plus de 50% des Grisonnais à voter oui. C'était quoi l'argument? Parce que du coup, est-ce que tous les gens qui votaient oui s'attendaient à eux avoir une voiture dans le futur? Ça, c'est une très bonne question. Ouais. Non, ouais, je ne sais pas exactement. Ça, c'est. On n'est pas dans la tête des votants. Il faut savoir que c'était une toute petite majorité aussi. Donc ça a été une victoire un peu à l'arraché. Bon, après, c'est peut-être un peu anecdotique quand même. Enfin, il ne faudrait pas non plus... je pense qu'il y a beaucoup... Alors, il me revient un argument, par exemple, de l'Automobile Club Suisse. Il y a toute une série d'actions pour promouvoir l'automobile au Grison. Et puis, il y a un des responsables de la section Automobile Club Suisse au Grison qui dit « C'est très bien, comme ça, les Grisonnais verront ce qu'apporte l'automobile, l'argent. » Donc voilà, il y a ces arguments économiques aussi. Ouais. D'accord, donc ça va faire du tourisme et ça va faire des... Ok. Donc à défaut de pouvoir s'acheter ou conduire soi-même une voiture, on va bénéficier des retombées économiques. Une question que je me posais, par rapport à ses voisins, à quelle vitesse le réseau routier suisse
s'est développé, ou le phénomène de l'automobile, on va dire, est-ce qu'il s'est développé à la même vitesse, un peu moins vite, plus vite, par rapport à la France, l'Allemagne ou l'Italie, par exemple? Bon, je dirais qu'il y a un développement qui est quand même similaire aux autres pays européens. Je dis bien européens parce qu'aux États-Unis, on a une première démocratisation de l'automobile qui arrive plus tôt qu'en Europe, donc dans l'entre-deux-guerres, plutôt au début du XXe siècle. Puis la vraie démocratisation en Europe, c'est dans les années 60. Et on a souvent l'idée des années 50, etc. Mais ça prend quand même un certain temps. Alors en 1939, on a 18 voitures pour 1000 habitants. Et puis en 1974, on a une voiture pour 4 habitants. Enfin, aujourd'hui, on a une voiture sur deux. Une voiture pour 2 habitants. Waouh! Quoi, environ 3,5 millions du coup. C'est ça, ouais, 3 millions. Donc c'est vraiment l'après-guerre, c'est là que ça Oui, explose. et même un peu plus tard, justement. C'est vraiment les années 60. Dans les années 50, bien sûr. Alors, quand on regarde le nombre de ventes, c'est clair qu'il y a une courbe qui. Mais si on regarde, par exemple, la part des transports en transport public et transport individuel motorisé, on voit que dans les années 50, l'automobile, enfin les trajets automobiles ne dépassent pas encore le nombre de trajets, enfin les kilomètres parcourus dans les transports publics. Et maintenant, on en est où? Alors ça, il faudrait voir. Je pense que on est plutôt, enfin les transports, les déplacements en transport individuel motorisé sont beaucoup plus fréquents qu'en transport public. Ok, du coup, maintenant on a notre situation actuelle avec les voitures qui paraît être une évidence. On se rend compte que ce n'était pas nécessairement évident d'arriver là. Mais en même temps, quand on regarde à l'étranger, je sais que c'est ton sujet d'étude est la Suisse, mais j'ai l'impression que tous les pays ont suivi plus ou moins le même chemin. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait mieux que d'autres? Est-ce qu'il y en a qui ont suivi un autre chemin, à ta connaissance? Non, franchement, je vois pas justement de grandes différences selon les pays, au sein des pays européens. Et puis c'est marrant parce que des fois on a quand même aussi un peu des biais, j'ai l'impression des biais de perception. Par exemple, on perçoit les Pays-Bas comme un pays de vélo, etc. Et en fait, c'est un justement des pays qui ont le réseau le plus dense d'autoroutes. La Suisse aussi d'ailleurs. Et d'ailleurs, la Suisse, c'est intéressant parce que justement, on met beaucoup l'accent sur le train parce que les gens prennent beaucoup le train. Sont même justement, la Suisse est championne européenne des trajets faits par année par personne en train. Alors c'est vrai, mais justement, ça masque un peu je dirais la prépondérance routière. Puis justement, ce qu'il y a de bien, oui, là, il y a peut-être une différence par rapport aux autres pays européens, vous me demandiez ça. En Suisse, le réseau ferroviaire a été bien conservé. Et en Europe centrale aussi, quand on pense au tram, au réseau de trains, etc., la France, par contre, a démantelé beaucoup de lignes de train. Quand on regarde la carte du début du XXe siècle et la carte actuelle, on voit que le réseau a perdu beaucoup de lignes. Ah, carrément des lignes de train. Oui. Waouh. Ouais, je ne parle pas des trams. Les trams aussi ont été très démantelés en France dans les années 50. Surtout dans l'entre-deux-guerres aussi, mais dans les années 50. En Suisse aussi. En Suisse aussi, mais surtout en Suisse romande. Ouais, les trams qu'il y a à Zurich, ils sont d'origine. Il y en a qui ont été démantelés aussi à Zurich, mais effectivement, oui, quand on va à Bâle, à Berne, on voit que c'est les lignes d'origine. Ouais, elles n'ont pas été. Enfin, il y en a certaines qui ont été créées récemment, dans les années 2000. Mais effectivement, c'est surtout la Suisse romande où on a démantelé beaucoup de trams dans l'entre-deux-guerres, et puis après, de nouveau dans les années 50-60, il y avait beaucoup de trams, donc, y compris dans les petites villes, si on pense à Bienne, à Fribourg. Et puis évidemment Lausanne, Genève. Et là, c'est aussi une histoire intéressante, c'est démantèlement de tram. Je ne sais pas si on a le temps d'évoquer ça. Non, justement, c'est intéressant de voir que en fait, le tram est combattu notamment par les milieux pro-automobiles, parce que, principalement parce que c'est un obstacle à la circulation routière.
Et donc, il y a vraiment, si on regarde le Touring, qui est le magazine du TCS, on se félicite de chaque ligne de tram démantelée. Il y a un petit encart à chaque Encore fois. aujourd'hui? Non, Ah, pardon, d'accord. excusez-moi, non, je parle des années 50, 60. On se faire poursuivre pour Aujourd'hui, c'est diffamation. différent. Non, non, aujourd'hui, c'est différent. Le TCS a un peu changé de cap. Et donc, oui, on sent que. Et puis, il y a une forme d'acceptation. On se dit, mais voilà, c'est un transport du passé qui appartient au musée. Il y a quand même des commentaires quand on regarde la presse. J'ai un petit peu regardé pour la presse à Fribourg dans les années en 65. Il y a des commentaires qui sont pas critiques, mais qui se demandent si vraiment c'est le bon choix. Il y a aussi un attachement un peu affectif au tram, une nostalgie, on parle beaucoup de secrète nostalgie parce qu'on peut plus défendre le tram dans les années 60. Et là, j'ai une anecdote par contre d'une amie qui m'a raconté que son père était à l'école d'ingénieur dans ces années-là à Fribourg et comme bizutage pour l'entrée dans une association d'étudiants, il devait défendre le tram. Ça veut dire, de manière totalement ironique, on ne pouvait pas défendre le tram, mais c'était pour justement. Je trouve que ça dit bien. Ça dit bien justement ce que j'appelle le tram bashing de ces années-là. Et aussi à Zurich, on sait que les collaborateurs des transports, pardon, je ne sais plus exactement les travaux publics, voilà, étaient félicités quand on avait démantelé des trams dans l'année. Ah ouais. C'est marrant parce que tu disais, tu parlais du fait que le tram était un obstacle pour la voiture. J'ai l'impression qu'on a travaillé beaucoup à enlever d'autres obstacles, dont l'humain. Exactement. Les piétons qui se sont retrouvés sur les trottoirs avec des feux, etc. Est-ce que tu peux parler de comment ça s'est fait? Oui. Alors ça, c'est aussi un phénomène européen de l'entre-deux-guerres où on va donner la priorité à l'automobile sur la route. Ça paraît, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que, parfois elle perd la priorité, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est au début des années 30, en Suisse, on peut marcher, les piétons peuvent marcher librement sur les routes. Et il y a une loi, la loi de 1932, qui officialise la priorité de l'automobile sur les routes. Et c'est là que les piétons, les cyclistes, etc., deviennent très officiellement les autres usagers de la route. Voilà, donc ça c'est une loi, justement la loi sur la circulation routière, sur la circulation. Donc il y a voilà, ces législations qui se font progressivement dans l'entre-deux-guerres, alors que justement, je le répète, l'automobile est encore possédée seulement par une élite. Donc il y a certains historiens qui parlent de passage en force de l'automobile, lié justement à cette priorité sur la route. Puis petit à petit, les piétons sont effectivement très, très malvenus. On va créer toutes sortes tout un arsenal pour faire traverser les piétons. Aussi les passages souterrains, c'est quand même c'est très ça c'est plutôt justement les années 60 70 où on a un petit peu enterré Je vais te rapprocher un petit peu. enterré les piétons si on veut. Voilà. Ouais. Et maintenant ils reprennent relégués au sous-sol. voilà, et maintenant ils reprennent dans certaines villes et à certains endroits une priorité qu'ils avaient perdue. Mais dans cette tension entre l'automobile et les transports publics et ces autres usagers de la route, tu as mentionné, est-ce qu'il n'y a pas cette idée que finalement l'automobile c'est le progrès? C'est quand on avance, ce phénomène se développe comme une manifestation du progrès. Est-ce qu'il y a un peu de ça dans l'inconscient collectif ou dans la culture? Oui, tout à fait. On parle de modernité, on parle de progrès. Mais si vous voulez, c'est aussi un discours qui est avancé. Oui, bien sûr, bien sûr. Et dans les années, justement, dans les années 60, ça devient plus qu'un progrès. Ça devient quelque chose de vraiment lié, évidemment. Bon, là, j'invente vraiment rien. Enfin, ça a été montré par plein d'études comment
l'automobile devient un marqueur de statut social très important. L'affirmation du statut. Et ça passe par l'autonomie, la liberté de déplacement. Plus Ouais, on alors, est libre, plus on est élevé en statut. oui, et puis là aussi, la liberté, je pense qu'on pourrait faire une histoire justement de la notion de liberté liée justement à l'automobile. Et c'est intéressant de voir que dès qu'il y a une mesure limitative qui est discutée ou qui est décidée, on parle d'atteinte inadmissible à la liberté. Hmm. Et des automobilistes, en fait, quand on pense, voilà, c'est la liberté de celles et ceux qui se déplacent en automobile. Là, je pense par exemple aux journées sans voiture qui sont décidées dans le cadre de crises, par exemple une crise pétrolière. Enfin, déjà dans les années 50, il y en a eu plusieurs en Suisse. Il y a la crise de Suez, puis après, lors de la crise pétrolière de 1973, où là, c'est très très mal vécu, parce que c'est vraiment une mesure limitative qui est inacceptable pour beaucoup de gens, et aussi évidemment pour les milieux pro. C'est toujours pour une élite, là? Non, c'est là, une les majorité? années 70, on parle vraiment là, c'est vraiment tout un chacun. Mais c'était des dimanches sans voiture, je crois qu'il y en a eu 4, sauf erreur. Et là aussi, c'est assez intéressant d'aller voir la presse, parce que c'était un moment où les villes étaient vraiment asphyxiées par le trafic. Où les nuisances étaient vraiment, parce qu'au niveau de la pollution de l'air, c'était vraiment beaucoup plus grave qu'aujourd'hui. Et tout d'un coup, ces journées, elles ont été assez bien vécues par la population. Il y a beaucoup d'images qui montrent des sortes de... Enfin, comment ces journées sans voiture se sont transformées en fêtes populaires selon les endroits. On a ressorti les calèches et tout ça. Enfin, voilà. Et c'est d'ailleurs de là qu'est partie l'idée parmi dans les milieux étudiants du canton de Berne de lancer une initiative pour 12 dimanches sans voiture, qui a été votée et refusée par le peuple suisse. Donc 12 par année, 12, ouais, ok. 12 par année. Oui. Donc les gens remarquaient que c'était agréable de faire un dimanche sans voiture, et ensuite ils refusaient quand même d'en faire plus. Oui, après, justement, je pense qu'il y a toujours dans la démocratie, le système démocratique suisse, il y a toujours ce temps entre le moment où l'initiative est déposée et le moment où elle est votée. Et puis, c'est quelque chose, justement, à la fin des années 70, cette idée-là, je pense qu'elle ne pouvait pas passer. Puis ça a été il y a eu plusieurs tentatives après, elles ont à chaque fois été refusées pour différentes raisons, mais je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a ces initiatives. Après, évidemment, elles sont un peu passées dans les oubliettes. Quoique, justement, quand on pense au début du Covid, on parlait beaucoup Enfin, les moments d'absence de l'automobile mettent en évidence, évidemment, à quel point... bon, déjà, notre mode de vie, c'est pas seulement nos modes de déplacement, nos modes de vie sont liés à l'automobile, enfin, sont liés dépendent du transport individuel motorisé. Et puis c'est dans ces moments-là qu'on voit beaucoup de commentaires sur le retour du calme, de l'absence de bruit. On entend de nouveau le chant des oiseaux, etc. Là, je pense par exemple au début du Covid, où il y avait beaucoup ce type de commentaires. Et maintenant, tout le monde a apprécié ça pendant le Covid. Et je doute que beaucoup de gens seraient prêts à décider d'y retourner, non? Tout à fait, ouais, je pense que voilà, il y a un retour des habitudes. C'est quand même... oui, c'était vraiment une minuscule parenthèse, mais c'est vrai, c'était très étrange de penser aux inforoutes qui pendant plusieurs semaines ont dit il n'y a aucune perturbation à signaler. Et oui, puis dans certaines villes, par exemple, il n'y avait plus de feux pour les piétons, enfin parce qu'il y avait tellement peu de voitures. Et ça aussi, c'était très étrange quand tant que piéton de ne pas devoir attendre, mais simplement de passer au moment. Voilà. Ça, j'avais une question, je voulais revenir. Donc, tu disais, en 1932, il y avait la loi du coup qui a donné la priorité aux voitures sur la route. Tu disais qu'il y avait un passage en force.
Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Est-ce que c'était pas entièrement démocratique ou comment ça s'est passé? Bon, déjà, c'est pas vraiment moi qui le dis, c'est plutôt un historien de l'automobile suisse qui a travaillé sur Christophe Maria Merki. Je pense pas qu'il est. Enfin, c'est en allemand, donc je suis plus très sûre du terme, mais bref, le passage en force, c'est-à-dire que oui, il y a des critiques. Enfin, avec le recul, on peut dire qu'il y a certains choix qui étaient un choix en faveur de l'automobile qui étaient pas vraiment discutés, enfin, qui étaient pas vraiment qui ont pas été soumis au vote. Enfin, bon, cette loi, oui, en l'occurrence. Donc voilà, il y a aussi une acceptation. Il faut pas. Mhm. Je pense que c'est une erreur. Je suis pas en train de dire que c'était un justement que ces choses se sont passées de manière antidémocratique. Je pense que c'est un développement. Je sais pas, on peut penser à la question des autoroutes, par exemple, qui a été acceptée. Donc la planification autoroutière suisse a été acceptée par la population en 1958. Après, les gens n'ont pas voté exactement sur tous les tracés, etc. Donc il y a quand même eu après des controverses, etc. Ce qui fait qu'il y a eu toute une remise en question de cette planification routière dans les années 70, avec une initiative pour plus de démocratie dans la construction, pour plus de démocratie dans la construction d'autoroutes qui était lancée par Franz Weber. Et là, l'argument, c'était de dire les gens ont voté pour une croix autoroutière est-ouest et nord-sud, donc de Genève à Saint-Margarethen et de Bâle à Chiasso, et pas pour donc une croix et pas pour un puzzle de bouts d'autoroute c'est vrai, enfin le réseau autoroutier suisse est l'un des plus denses d'Europe, si ce n'est Ah, du c'est monde. vrai? Oui. Waouh. Et donc la réalité de ce plan a été dissimulée à la population ou il était simplement, ou il était clair, disons déjà clair à l'époque qu'on ne pouvait pas le révéler dans tous ses détails compte tenu voilà, de certains éléments qui n'étaient pas connus à l'époque peut-être dans ce qui allait être fait ou être nécessaire. Non, je pense pas qu'il a été dissimulé, mais il a été élaboré en détail au début des années 60 plutôt que justement au moment où La les gens votation. votaient. Ah, donc c'était un vote, c'était un peu ceux qui ont voté, hein, ont signé un chèque en blanc pour faire des Alors ça, autoroutes. c'est les arguments justement. Là, on peut discuter, hein, parce que quand même, il y avait une acceptation de l'autoroute, et faut le dire. Les historiens disent souvent il y a un enthousiasme par rapport à la construction des autoroutes. Là, je serais plus nuancée, parce que il y avait des oppositions, même dans les années 50, au principe même de l'autoroute. Si on pense au canton de Vaud, justement, l'autoroute Genève-Lausanne, qu'on voit justement, qu'on associe déjà à 1964, à l'Expo nationale à Lausanne, et puis qu'on voit, qu'on associe à une période enthousiaste, on parle souvent d'euphorie face à l'autoroute. C'est vrai, mais au début, enfin c'est vrai dans le sens qu'il n'y a pas, à ce moment-là, il n'y a pas d'opposition vraiment. Mais par contre, dans les années 50, donc si on revient un peu en arrière, au moment de voter les crédits pour les études pour la construction de l'autoroute entre Genève et Lausanne, il y a des députés vaudois qui disent en gros que ça va être très cher, est-ce que c'est une bonne idée pour la Suisse ces autoroutes vu que les distances sont courtes et puis ça va être compliqué au niveau de la topographie. On parle aussi de la destruction du paysage dans les années 50, donc on n'a pas l'habitude enfin, il y a toujours il y a des résistances par rapport à la construction d'autoroutes qui n'étaient pas très populaires au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. On évitait d'ailleurs de parler d'autoroutes parce que c'était associé au Troisième Reich. Donc voilà. Évidemment. Pas d'autobahn chez nous. Ouais. Bah, ouais. Après, ça change du moment que tout le monde, effectivement, en profite. Ah ouais. Oui, mais de nouveau, moi, je vais te reposer la question que je t'avais posée pour les Grisons. En 1932, les gens votent pour donner la voiture à la priorité, mais tu disais qu'en 1939, il y a 18 voitures pour 1000 habitants. Donc il y a une majorité, il y a énormément de gens qui votent pour limiter leurs droits de piétons et qui n'ont pas de voiture. Oui, c'est vrai. C'est un phénomène assez... alors justement, il y a le même historien dont je parlais a étudié un peu ce qu'il appelle la fin des résistances, la fin de la résistance à l'automobile. Et puis il voit beaucoup d'arguments qui, à mon avis, sont très valables. Bon, c'est vrai que la plupart des gens n'ont pas d'automobile, mais c'est une branche économique qui se développe, donc pourvoyeuse d'emplois, etc.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On taxe petit à petit quand même de plus en plus, disons, ces taxes font profiter, enfin font aident à la construction de la route. Puis dans cette loi, il n'y a pas que ça, hein, il y a tout une série un paquet de mesures. Il y a aussi une unification qui se fait. Ça, c'est très important. Si j'ai oublié de le mentionner, dans cette loi de 1932, il y a une unification aux cantons les plus réfractaires, enfin, c'est-à-dire qui empêche aux cantons de faire un peu leurs propres mesures, par exemple les interdictions dimanche après-midi, etc. Donc c'est aussi une manière de combattre les résistances. Les cantons les plus réfractaires, comme dit l'Automobile Club Suisse. Il y a ça, il y a aussi quand même, ce Merki met en avant l'inégalité des forces entre les paysans des grisons et puis peut-être justement une élite économique quand même qui veut vraiment ce développement. Voilà, et puis justement, il y a d'autres. Les autres raisons ne me viennent pas plus à l'esprit, mais petit à petit, il y a une acceptation sociétale et politique justement de l'automobile avec tous ces efforts. Il y a aussi tout je dirais quand même une forme de propagande en faveur de l'automobile quand même. Et oui, il y a aussi la disciplinisation des conducteurs et des conductrices, parce qu'il y en a quelques-unes à cette époque. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte, la disciplinisation? Dans le sens que il y a beaucoup d'appels aux membres aux membres des clubs automobiles pour qu'ils conduisent de manière respectueuse. Parce qu'au début du XXe siècle, c'est vrai que, comme j'ai dit, il y avait beaucoup d'accidents, et puis il y avait aussi une espèce de... C'est quelque chose qui était très dénoncé, de quelque chose d'un peu sauvage. Oui, il y en a aussi pas mal au début du XXIe siècle, hein, des conduites sauvages, des exemples de conduites sauvages. Ouais. Et puis aussi, il y a de l'amélioration technique, parce que les automobiles n'étaient pas très... faut s'imaginer une fois des choses un peu jetées sur les routes, pas toujours gérables, etc. Et puis aussi, peut-être que pour, disons, atténuer les résistances, il y a aussi quand même une progressive régulation de la circulation routière. Et du coup une meilleure sécurité. Et donc en amont de ça, il y a une disciplinisation, c'est-à-dire qu'on dit aux gens, ok, il n'y a peut-être pas encore un système de loi en place, mais comportez-vous, soyez des gentlemen, des gentlewomen sur la route. Mais aussi dans l'idée de faire accepter l'automobile par la population. Ouais. Et j'ai aussi parlé de la question de la poussière, qui était un énorme fléau au début du XXe siècle, dans le sens que c'est pas juste la poussière, ça restait vraiment en suspension. Surtout, alors pas forcément dans les villes, mais dans les villages, les gens devaient se mettre un mouchoir, enfin chaque passage de voiture se cacher dans les pour protéger leur nez. Et ça a été la promotion des revêtements durs, qui a aussi participé à l'acceptation de nouveau. Et c'était aussi le combat surtout du Touring Club Suisse dont le président présidait aussi la Ligue suisse contre la poussière. Donc trouver des solutions, des revêtements durs pour justement à la fois améliorer la sécurité, rendre la conduite sans doute plus agréable, et puis aussi faire accepter ce transport, ce type de transport. C'est drôle de se dire qu'une Ligue suisse contre la poussière en 2023, ça ressemblerait à une cause un peu inutile et impensable et saugrenue vraiment, mais que à l'époque, effectivement, mais en même temps, en 100 ans, on a goudronné toutes les routes, en gros. C'est malade. Pour moi, c'est un truc de l'ambition de construire les pyramides. Non, mais franchement, c'est beaucoup de boulot. Les pyramides sont plus jolies. Maintenant, j'ai l'impression on est un peu en train de changer de direction. On est plus conscient. Quand il y a le marché à Lausanne, il y a des rues qui sont interdites aux voitures, on reconstruit un tram, etc. Quand est-ce que le vent a commencé à tourner? Alors, bon, je l'ai montré, je l'ai dit, il y a des résistances, disons, à l'automobile tout au long du XXe siècle. Mais il y a quand même une prise de conscience, même si
l'historien de l'environnement n'aime pas tellement cette idée de prise de conscience dans les années 70, parce que en gros, ils disent qu'il y a des réflexivités environnementales, il y en a eu tout le temps au cours du XXe siècle et même avant, mais quand même, il y a une amplification de cette conscience, surtout des nuisances, parce qu'on a certes dompté la question de la poussière, etc., mais avec justement la démocratisation de l'automobile, on arrive au début des années 70 à une situation vraiment assez problématique dans les villes, surtout. La question de la pollution est évidemment discutée, mais déjà dans les années 60, les embouteillages et aussi les cimetières d'automobiles qui posent beaucoup de problèmes, comment gérer ces déchets, etc. Des casses, donc. Oui, mais des fois il y a des cimetières sauvages, enfin c'est un vrai problème. Et là aussi, les clubs automobiles vont essayer de trouver des solutions à ces problèmes et sont aussi conscients de ces problèmes. L'embouteillage, parce que petit à petit, puis même les clubs automobiles justement se rendent compte que tout le monde ne peut pas se déplacer en voiture, qu'il faut alors peut-être pas investir dans les transports publics, mais en tout cas oui, il y a quand même une revalorisation des transports publics à partir des années 70. Bon, les mouvements écologistes, dans le contexte de la naissance de l'écologie politique post-68, etc. Donc à ce moment-là, oui, quand même, justement un changement de cap, même si en fait le parc automobile continue d'augmenter. Donc d'un côté, voilà, alors il y a effectivement une revalorisation des transports publics qui est très importante, parce qu'à un moment donné, les lignes, beaucoup de lignes disparaissaient, etc. Puis petit à petit, les autorités en Suisse et dans les autres pays européens se sont rendus compte que tout le monde ne peut pas se déplacer en voiture, en fait. C'est pas possible. Toi, tu es historienne, mais je pense que tu penses quand même au futur de temps en temps. Comment tu vois la tendance à 10-20 ans en Suisse dans la relation à l'automobile et le rôle qu'elle joue dans l'aménagement de l'espace? Oui, peut-être justement, avant de répondre par rapport à la question du futur, je disais parce que j'ai sauté des années 70 à maintenant, ça fait quand même quelques années. Non, mais sans rentrer dans les détails, il me semble qu'on peut parler d'adaptation de l'industrie automobile aux critiques, surtout par rapport à la pollution. Donc dans les années 70, il y a des progrès au niveau de... Enfin, on va utiliser la technologie des catalyseurs pour justement réduire les émissions. Puis petit à petit, il y a cette idée de la voiture propre, déjà dans les années 70, qui se développe. Et puis dans les années 80, je dirais qu'il y a un petit peu alors, on le voit en Suisse, il y a l'idée que c'est bon, qu'on a réglé enfin, disons au niveau de la pollution, qu'on a réglé les problèmes. Puis après, on s'est rendu compte que le gros problème n'était pas seulement la pollution atmosphérique, mais aussi les émissions de gaz à effet de serre, dans les années 90. Et voilà, donc petit à petit, ces années 90-2000, il y a aussi la naissance de clubs, par exemple de concurrents à l'Automobile Club Suisse. Je pense à l'association Transport et Environnement. Enfin, il y a beaucoup d'initiatives politiques qui vont petit à petit promouvoir la mobilité douce, ou au moins une mobilité moins problématique pour l'environnement, et aussi peut-être pour l'espace en général de la ville. Et puis là, du coup, j'ai oublié la question de quelle solution... Mais attends, je propose, on va y revenir, mais si on pouvait faire une mini aparté sur le plomb dans l'essence. Oui. On te laisse... Je parle beaucoup. Ouais. On parlait des nuisances et de pollution, et je t'avais entendu faire un point très intéressant sur le plomb dans l'essence. Tu peux nous faire une brève histoire du plomb dans l'essence? Alors, avec plaisir. Aujourd'hui, on peut peut-être partir d'aujourd'hui, on voit que l'essence est sans plomb, on achète de l'essence sans plomb. On a l'impression qu'il y en avait puis qu'on l'a enlevé. Mais en fait, c'est pas tout à fait... Enfin, en fait, on l'a d'abord mise. Et quand est-ce qu'on a mis du plomb dans l'essence? Ça remonte aux années 1920, aux États-Unis, lorsqu'on cherchait un moyen d'améliorer la puissance des moteurs, et puis aussi de réduire un bruit que faisait l'automobile, enfin le moteur, un cliquetis.
Donc on a créé donc quand je dis on, c'est un chimiste des laboratoires de General Motors, Thomas Midgley. Donc il a testé plein de substances, et puis il a choisi ce plomb tétraéthyle alors qu'il y avait des alternatives, mais ce qui était intéressant avec le plomb tétraéthyle, c'est qu'il était brevetable, et donc il promettait vraiment de grands profits. Donc on a fait ce choix-là, mais ça s'est pas fait tout de suite. Enfin, il y a quand même eu des controverses, il y a eu des critiques, parce qu'on s'est bien rendu compte, enfin, on savait déjà que le plomb était très nocif. Puis on se rendait bien compte que quand même, voilà, l'automobilisme allait être amené à se développer surtout dans les années 20 aux États-Unis. Et malgré ces controverses, justement, il y a une sorte de nouveau d'acceptation, mais je dirais, qui a été comment dire, favorisée par la production d'études liées à l'industrie du plomb et liées à l'industrie pétrolière et de l'automobile, pour dire que non, ça va aller, ces émissions de plomb ne sont pas nocives. Ce que l'historienne américaine Naomi Oreskes a appelé la fabrique du doute. Donc l'idée de doute ou des fois vraiment de désinformation sur une substance toxique et financée par des personnes, enfin des groupes ayant des intérêts à ce que ce commerce continue, pour retarder les mesures par rapport à une substance toxique. Et ça s'observe vraiment dans quasiment tout, enfin la plupart la plupart des développements de substances toxiques, on pense. Ça rappelle l'industrie du tabac. L'industrie du tabac, évidemment, les pesticides, DDT, mais aussi le réchauffement climatique, finalement. Donc, années 30, on commence à rajouter du plomb dans l'essence. Oui, alors, oui, il y a eu, plusieurs pays ont d'abord interdit cette essence, ce type d'essence, dont la Suisse, et c'est une exception mondiale. Le pays a interdit la commercialisation de cette essence jusqu'en 1947, alors que la plupart des pays ont abandonné cette interdiction dans les années 30, effectivement. Donc l'interdiction a duré un peu plus longtemps en Suisse. Et puis, oui, c'est vrai que je suis un peu perdue dans ces explications par rapport à la fabrique du doute. Mais en gros, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était vraiment un phénomène, il y avait un monopole croissant de cette essence avec du plomb, et ça devenait très compliqué pour la Suisse de faire cavalier seul, en fait. Et donc, le Conseil fédéral, en quelques minutes, a permis la commercialisation de cette essence, alors même qu'elle avait été justement combattue par des médecins dans les années 20, et qu'elle continuait d'ailleurs cette discussion a été critiquée dans les années justement 1947. Voilà. Et après, petit à petit, on a utilisé cette essence au niveau mondial. Puis petit à petit, les études ont montré, des études indépendantes ont pu montrer les biais des études produites financées par l'industrie du plomb. On a pu notamment montrer que les études d'un certain Kiwe, donc d'un toxicologiste très réputé, qui clamait que non, que c'était inoffensif, les émissions de plomb. Il y a un autre scientifique, Claire Peterson, qui a pu montrer que comment les échantillons de ce scientifique étaient biaisés. Il utilisait il testait la plombémie donc le taux de plomb dans le sang chez des gens qui étaient déjà intoxiqués au plomb, en fait. Donc là, ce scientifique qui s'appelait Claire Peterson, un chimiste, a pris des eaux précolombiens pour voir, enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais pour montrer que en fait, les taux étaient déjà saturés au plomb dans les échantillons voilà. Je rentre un peu dans les détails. Non, mais c'est hyper intéressant. Mais question peut-être un peu bête, mais de quelle manière se manifeste une intoxication, une contamination au plomb chez une personne? C'est quoi les symptômes? Ou c'était Ouais, mais alors
ça conduit, disons, à des différentes... bon, on connaît le saturnisme, ça c'est quelque chose qu'on connaissait déjà. Le saturnisme, c'est vraiment une... Alors, je ne suis pas... je suis pas médecin, mais ça conduisait, je pense, à des conséquences au niveau neuropsychologique. Enfin, par exemple, au début, enfin, dans les années 20, quand on a commencé à produire ce plomb, il y a eu des accidents d'ouvriers qui ont pas ingéré, plutôt respiré, inhalé ce plomb, qui ont eu en fait des sortes de je sais pas exactement le terme, j'ai plus le terme. Des épisodes. Des épisodes de folie en fait. Ok. Des épisodes de folie, ouais, oui, on a appelé. Par exemple, il y a un exemple qui me vient en tête, c'est que ils voyaient des papillons devant les yeux, enfin, ils voyaient des papillons imaginaires, ils devenaient fous, enfin. Et puis ça se soignait quand même, hein, ça pouvait se soigner. Et puis, par contre, on sait, après, dans les années 20, puis après on a pu vérifier que ça pouvait créer des déficits neuropsychologiques, ça pouvait altérer surtout les fonctions cardiovasculaires et reproductives. Et ça a été ensuite documenté par la suite. Et puis dans les années 60-70, aux États-Unis, il y a eu des études vraiment sur les effets Alors, il y a pas seulement l'inhalation, il y a aussi le fait de manger, par exemple, des légumes contaminés au plomb. Ça pouvait avoir des effets, de nouveau, je pense, neuropsychologiques, mais il faudrait que je vérifie dans les détails exactement. Moi, j'avais même entendu parler, je peux me tromper, mais de l'impact de la présence de plomb dans peut-être les canalisations, même, c'est possible ça? Oui, ça c'est... Dans des grandes villes américaines. Mais alors, je sais pas si c'est peut-être un hoax ou... Mais c'est parce que les tuyaux sont faits en plomb. Ah, voilà. Ça, il y avait des problèmes à Rome apparemment aussi. Ouais, c'est une théorie quant à la chute de l'Empire romain qui serait due à cet impact-là neuropsychologique, justement. On parle de plomberie. Effectivement. Plumbing. Ouais. Non, mais non, parce qu'en anglais, le mot c'est LED. Oui, mais je pense que plomb, c'est la racine latine. Ok. On va pas faire une grosse aparté étymologique. Non, mais il y a ces théories, effectivement. Et puis, il y a eu plusieurs études aussi qui ont montré que ça pouvait influencer le taux de criminalité dans le... Voilà, c'est gentil. Voilà, après, du coup, les autorités d'abord aux États-Unis se sont rendues compte qu'il y avait vraiment un problème avec cette histoire. Et aussi grâce aux études de ces chimistes indépendants. Et puis on a procédé à une déplombisation progressive, donc à partir des années 70, ça a été très compliqué à mettre en œuvre en fait. Et là, l'industrie automobile a changé de cap. Bon, il y avait en plus les deux autres polluants, monoxyde de... Pardon, c'est bon. Monoxyde de carbone, et on a justement créé une technologie pour éviter ces émissions-là. Et puis le plomb altérait cette technologie des catalyseurs, justement. Donc c'était un double problème. Donc finalement, ça devenait... il fallait se débarrasser du plomb. Du coup, c'était dans leur intérêt. Mais du coup, c'est quoi? On parle des années 30 jusqu'aux années 80, 90. Oui, alors l'interdiction pour l'Union européenne, c'est en 2000. Donc il n'y avait plus du tout de plomb dans l'essence à partir des années 2000. Et en Suisse aussi. Et par contre, le dernier pays, donc il y a encore des pays, parce que oui, il y a aussi quelque chose d'assez... c'est une histoire assez terrible, parce que pendant que l'Europe, les pays occidentaux étaient en train de mettre des seuils limites. D'abord, ça a été des seuils limites, puis après, il y a jusqu'à plus ou moins 0% de plomb. L'industrie du plomb, alors ça s'appelait, ça avait un peu changé c'est un peu compliqué. Il y avait plusieurs. Au début, c'était une sorte de monopole Ethyl Gasoline Corporation. Et puis, petit à petit, c'est cette entreprise qui avait changé de nom, etc. Cette compagnie a continué de vendre du plomb dans le tiers-monde et dans les pays d'Europe de l'Est, parce qu'il n'y avait pas encore de réglementation par rapport à ça. C'est génial. Donc, et là, en 2021, il y a le dernier pays qui commercialisait encore du plomb, l'Algérie, qui a
arrêté, qui a interdit, comme c'est le dernier pays du monde à avoir interdit l'essence plombée. Donc tu disais, l'entrée en vigueur de la législation, c'était en Europe ou en Suisse, c'est l'an 2000? Non, c'est-à-dire l'interdiction, justement la disparition du plomb. Disparition du Avant, plomb. il y avait des seuils limites, il y avait Ok. petit à petit des... il y a déjà des seuils limites dans les années 50 en fait, puis, mais jusqu'aux années 70, ils ne bougent pas presque pas. Et puis à partir des années 70, la Suisse et les pays d'Europe, l'Allemagne va se profiler un peu à l'avant-garde de ce combat contre le plomb. Puis la Suisse va suivre l'Allemagne. Donc assez finalement, ouais, là c'est un développement qui se fait parallèlement au niveau européen. Donc je peux expliquer une partie de mes lacunes intellectuelles par une exposition au plomb durant les 17-18 premières années de ma vie, je crois. C'est pour ça qu'on est comme ça. Ouais. Oui, alors il y a pas mal d'études par rapport à justement à la question du QI, enfin aussi la question de l'hyperactivité. Oui, on peut se demander aussi, bon alors moi là je peux vraiment pas m'avancer, mais on parle de chute comment dire, la baisse de fertilité, quand même quand on sait que ça altère les fonctions reproductives. Puis il n'y avait pas que, effectivement, il y a tous ces autres usages du plomb, il y a aussi dans les batteries des automobiles, on a beaucoup utilisé le plomb pendant le XXe siècle, quoi. Ouais. Alors du coup, pour en revenir, revenons-en au futur. Le Donc là, futur. je trouvais que c'était une bonne introduction parce qu'on a quand même cette période de 50 ans où on savait qu'on faisait quelque chose qui était nocif. Finalement, on a arrêté. Est-ce qu'on est sur une bonne voie pour un futur Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Bon, il faudrait l'être, enfin dans le sens qu'on doit atteindre normalement la neutralité carbone en 2050. Ça paraît vraiment très difficile. Il y a évidemment l'espoir de l'électromobilité, mais on voit que les conséquences écologiques, il y a aussi des conséquences écologiques, disons que les voitures électriques sont une solution, par exemple pour les villes, etc., mais qu'on délocalise finalement la pollution et que ça ne signifie pas du tout zéro émission de CO2. Si on prend en compte l'énergie grise produite pour la construction de ces véhicules. Donc oui, l'Union européenne a annoncé la fin de la vente des voitures thermiques à partir de 2035. Et moi, quand j'ai entendu cette nouvelle, franchement, je me disais, j'aurais pas pensé ça entendre de mon vivant. Et puis, donc au début, j'ai quand même pris voilà, une bonne nouvelle, on va sur la bonne voie. Puis en fait, on se rend compte petit à petit en lisant, enfin je me rends compte en lisant pas mal de choses sur le sujet que il y a aussi beaucoup de faux chiffres sur la voiture. Enfin, il y a aussi il y a beaucoup de critiques par rapport à la voiture électrique qui sont pas toujours, enfin, d'après ce que j'ai pu voir, sont pas toujours justifiées. Mais Par exemple? Ah non, mais par exemple, lié justement à l'impact sur l'impact en termes d'émissions de CO2. De toute la chaîne de production. Voilà, c'est difficile à calculer, je crois. Puis, et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, que c'était finalement, oui, il y a beaucoup de commentaires sur le fait que c'est une manière de sauver l'industrie automobile quand même. Et c'est vrai que si on pense à un remplacement du parc automobile, enfin, il ne s'agit pas tellement de sauver la planète, comme disait l'historien Jean-Baptiste Fresso dans une émission, on peut se poser la question. Alors, moi je pense que là où il y a une grande, comment dire, un grand, je dirais un espoir, c'est dans les types de déplacements qu'on fait. Parce que bon, c'est vrai que le transport motorisé et aérien, c'est vraiment un peu le nerf de la guerre. C'est les secteurs où il n'y a pas vraiment de diminution, enfin, des émissions de CO2. Ça paraît très compliqué à changer de cap, justement. On parle beaucoup de changement des habitudes, mais franchement, ça paraît assez utopique. On sait que le report modal est quelque chose de très compliqué, même s'il y a des transports publics très attractifs, même s'ils sont gratuits.
on a une société qui est quand même, qui est quand même dépendante, hein, des modes de vie qui sont dépendants de l'automobile. Et alors, mais je pense quand même qu'il y a une petite marge de manœuvre, là, notamment par rapport au fait que autour, je crois, de 43% de tous les déplacements euh, couvrent des distances de moins de 5 km. On se dit, mais il y a quelque chose à faire au niveau de. Ça veut dire qu'il enfin, ces déplacements, à moins que les personnes soient à mobilité réduite, mais enfin, c'est quand même Une enfin, minorité. une minorité. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? On parle beaucoup, enfin, il y a ces études pour créer des villes, enfin des quartiers au quart d'heure, donc on puisse faire toute une série de choses en faisant moins de 15 minutes à pied. Et puis on la marche à pied justement parce que enfin, on va dans des fitness, etc. On se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, est-ce qu'il n'y a pas moyen de justement de valoriser cette marche à pied? Mais ça veut dire qu'elle doit être agréable, parce que dans la plupart des villes, elle n'est pas du tout agréable. On n'a pas envie d'aller à pied. Moi, enfin, je pense que c'est un réflexe normal, et aussi les gens qui ont des enfants, de prendre la voiture, parce que c'est pas agréable de marcher dans la ville. Ça évite quand même beaucoup de tracas, parce qu'il suffit d'avoir un enfant, plusieurs, de prendre des transports publics avec peut-être une poussette, ou ça c'est quand même compliqué. Enfin, je comprends que ça puisse représenter un défi qui est finalement tout ça c'est immensément facilité par la voiture. Voilà. Enfin, Ouais. Puis bon, il y a la structure de la ville elle-même. J'ai entendu plusieurs fois des gens dire, des gens qui vivent en banlieue, disent ouais, non, mais la voiture c'est nul, et j'aimerais bien, mais on peut pas, il n'y a pas d'autre solution. Et on parlait de la transition vers l'électrique. Moi, un truc auquel je pense, c'est que bien sûr que ça diminue l'impact CO2, etc. C'est très bien. Mais finalement, on a quand même un territoire qui est aménagé, qui reste aménagé pour favoriser la voiture. On a des véhicules qui continuent de constituer un danger, qui font qu'on a peur pour nos enfants, on a peur de les laisser sortir, d'aller jouer au bord de la route ou quoi que ce soit, parce qu'il y a ce danger-là qui est omniprésent. Donc effectivement, tu parlais le côté, la dimension modale, enfin par rapport au transport, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de solution qui se dessine pour amener ça, a priori, malgré toutes les évolutions, toutes les améliorations qui arrivent. Ben, c'est surtout très difficile d'éviter des mesures limitatives, en fait. Vraiment limitatives. Et puis là, c'est combattu quand même. C'est très impopulaire Là, on parle pas mal d'évaporation du trafic. J'ai vu ça alors, il s'agit plutôt de milieux justement pro-mobilité douce, etc., qui disent que ben, finalement, quand il y a un tunnel qui est coupé pour des travaux, ben, il y a des gens enfin, on aura intérêt, suivant comment, à laisser tomber l'automobile. Et puis, en fait, ce terme d'évaporation, c'est un peu étrange. Ça veut dire que c'est des déplacements qui ne se font plus. Et puis, en fait, ça veut dire les conséquences d'une limitation. Donc, voilà, je pense qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas du tout parler de fermeture de route. Par contre, c'est vrai que là, il est question de continuer à construire des autoroutes. Là, on peut se demander, on se dit, mais quand même, on sait très bien que plus de routes amènent plus de voitures, qu'il y a il peut y avoir parce que par exemple si on revient dans les années 60, on se dit enfin les promoteurs de l'autoroute disent bah, ça va être super, enfin, c'est vrai, on va pouvoir décharger les localités d'un trafic qui devenait très pénible selon les localités. Alors et puis souvent ça s'observait au début, puis après en fait toutes les routes se chargeaient. Donc si on pense à la route suisse bord du Léman, l'autoroute enfin, a fait diminuer le trafic sur un temps sans doute, mais plus de routes amènent plus de trafic, c'est sûr. Donc là, c'est contesté cette construction d'autoroutes en Suisse. Donc ça ne dilue pas le trafic, ça encourage les gens à prendre la bagnole, parce que finalement ça devient moins contraignant de prendre l'autoroute, parce qu'il y a moins d'embouteillage, on sait qu'on va arriver à l'heure. Ok. Qu'est-ce qu'on peut, de nouveau là on parle plus du futur mais qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui auraient
une crainte de perdre en confort avec la démotorisation. Est-ce qu'on peut les rassurer d'une manière ou d'une autre, ou est-ce que vraiment il faut faire avec? Euh, Bon, moi, je m'occupe du passé. Justement, je me rendais compte en posant la question, mais Bon, c'est vrai qu'il y a tout un mouvement qui promeut une mobilité douce, agréable. Enfin, et puis là, ça dépend enfin, ça dépend des habitudes. Moi, je travaille pas tellement sur les choix personnels, etc. Mais ça me semble intéressant de promouvoir effectivement des espaces publics plus adaptés à la marche, par exemple. Moi, je marche beaucoup. Et c'est vrai que c'est quand même assez pénible en tant que piéton en ville d'attendre. Bon, après, les automobilistes s'attendent aussi, mais des fois, il y a eu aussi à Genève pas mal de nouveau des milieux comme Active Trafic qui font des petits films autour des feux piétons. Comme quoi, souvent, c'est très désagréable déjà d'attendre. Et puis, souvent, ils sont très courts. Et puis, c'est vrai, des fois, les personnes âgées, elles n'ont pas le temps de passer. Enfin, ça, c'est vraiment des normes où on se dit, mais là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire quand même? Parce que, sachant que c'est une réalité, il y a déjà beaucoup de déplacements à pied. Et puis, l'espace attribué au trafic individuel motorisé n'est pas proportionnel, enfin, n'est pas adapté à la proportion des déplacements. Si on pense à la ville de Genève, par exemple, il y a des études là-dessus. Et on se dit, il faut alors là, je parle des villes, parce qu'évidemment, c'est que l'espace public soit adapté à la marche. oui, c'était. Pardon. Oui, non, ouais. C'était quand on a parlé avec Christophe Kennedy, qui était un urbaniste, l'un des trucs qu'il avait sorti qui m'avait choqué, c'était qu'il disait qu'en ville, l'espace au sol alloué à la voiture est supérieur à l'espace alloué pas seulement à la marche, mais même à l'habitation humaine. Parce que tu as les places de parc. Ah bah oui. Quand tu as un bâtiment qui a 5 étages, le même mètre carré est utilisé par 5 différents ménages, mais un mètre carré de place de parc est utilisé par une voiture. Il faut empiler les bagnoles. Voilà. Moi, c'est ce qu'on a fait avec les parkings, parce que la piétonisation des centres-villes, ça, c'est quand même pas tout à fait récent. Enfin, ça date des années 60. Enfin, les centres historiques, et même justement là, les milieux pro-automobiles, ça, je trouve intéressant parce que d'un coup, ils sont pas contre l'idée que des centres historiques, parce que c'est lié aussi au tourisme, si on pense au touring club, et se dit que oui, c'est peut-être pas une mauvaise idée parce que c'est pas hyper agréable de marcher au milieu de voitures. Donc finalement, il y a aussi une reconnaissance de ce fait que oui, la marche en bordure de route n'est pas agréable. Et donc, il y a aussi finalement un intérêt économique. Parce que tu parlais au début de la promotion de l'argument économique pendant la promotion de la voiture. Et du coup, il y a aussi un argument économique à faire pour limiter la voiture, quand on parle de tourisme, par exemple. Là, les gens qui argumentaient pour la voiture disaient, mais si on permet le trafic routier dans les grisons, ça va amener du tourisme, ça va faire développer l'économie. Mais là, finalement, il y a aussi un argument à faire pour dire qu'on va développer l'économie en limitant la voiture à certains endroits. Oui, mais alors ça, c'est très discuté aussi. Et très, si on pense à Genève, dans les villes de Suisse romande, il y a un combat, comment dire, pour continuer de pouvoir accéder partout en voiture, quoi. D'un côté, je peux comprendre, parce que c'est un héritage oui, c'est quelque chose de donné, quoi. On a cette liberté de circuler en ville, mais en réalité, ça peut être vraiment très discuté. Ça peut être, je pense qu'à l'heure actuelle, toutes les villes repensent leur mobilité et quand même petit à petit restreignent l'accès à l'automobile. Et puis, on voit, dès qu'on supprime des places de parc, c'est très mal pris par certains, justement, partis qui défendent, je pense au Parti libéral, PLR, qui défendent quand même un mode de vie
auquel on a été habitué. Donc c'est difficile de mettre en question ce genre de choses. Puis d'un autre côté, apparemment, je ne connais pas les détails, mais des études sur la piétonisation qui montrent que c'est peut-être un autre type d'économie, mais qui peut aussi bien se développer. Et aussi, par exemple, à Fribourg, il y avait une piste sur le boulevard Pérol, une piste cyclable qui a été créée après le Covid. Certains commerçants ont combattu cette piste cyclable. Pourquoi? Parce que ça supprimait des places de parc. Ah mon Dieu. Oui, non mais alors qu'il y a apparemment, mais c'est les places de parc en surface qu'on aime beaucoup. Oui. Parce que beaucoup de ces méga parkings sont pas très remplis en fait dans les villes. Donc que ce soit à Genève ou à Fribourg par exemple. Et puis finalement, je pense qu'il n'y a pas une grande conséquence économique au contraire, les gens passent à vélo, ça peut être intéressant pour certains types de commerces. Et puis c'est quand même fait, et puis de l'autre côté il y a quand même des places de parc. Donc, alors on essaie de trouver des compromis en fait, et puis c'est pas évident quand même, c'est pas évident. Mais pour moi, un truc qui est vraiment hyper révélateur des obstacles sur le chemin du changement des mentalités, c'est ce que tu as raconté par rapport à ces fameux dimanches sans bagnole, où tout le monde est super content, on revit, on respire à nouveau. Mais alors, dès qu'il s'agit de voter pour une imposition, des restrictions à ce niveau-là, tout le monde dit finalement, on veut rien sacrifier, on veut quand même garder la liberté. Et puis, si on fait un dimanche sans bagnole, il faut que ce soit un choix personnel, j'ai l'impression. Et voilà, je pense qu'il y aura du coup des défis dans ce changement, cette transition de la culture vers moins de bagnoles. Parce qu'il y a un sacrifice à faire, et ce sacrifice, il est quand même perçu comme étant vraiment pas négligeable. C'est pas juste une question de confort, il y a des fois, il y a une nécessité maintenant associée à l'utilisation de la voiture. Et puis, faire les courses en voiture, je veux dire, à partir d'un certain volume d'achat, ça devient quasiment inconcevable. Ouais, mais on s'est mis dedans. On a créé pendant 50 ans c'est sûr, ouais. ce monde, dépendance. maintenant on n'arrive pas à en sortir. Ouais. Tu parlais, quand on avait fait la même préparatoire, tu parlais de combat d'arrière-garde. Ouais. Tu peux commenter sur ce terme? Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, combat d'arrière-garde dans le sens que le combat pour les places de parc, contre toute suppression de places de parc, pour moi c'est un combat d'arrière-garde dans le sens que c'est justement un héritage du passé, que cet accès en voiture, en ville, cet accès, qui ne peut pas être remis en question. Et puis, si on se met à la place des piétons, voilà, quand il y a un combat d'arrière-garde, je ne sais pas si j'ai utilisé ce terme-là, mais c'est en tout cas une manière de voir qui est très liée quand même aux 30 Glorieuses, d'accéder vraiment à chaque service en transport individuel motorisé. C'est quelque chose qui est remis en question, et de nouveau dans le contexte actuel, on doit réduire les nuisances liées à la mobilité, changer de type de mobilité. Oui, ça me paraît être un combat d'arrière-garde. Cool. Tiffen, merci infiniment. Tu avais encore une question? Non, je crois qu'on arrive à une fin naturelle. Ouais, assez organique, comme on les aime. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était hyper intéressant. Vous trouverez dans la description, vous trouvez Tiffen. Et bientôt ton best-seller dans toutes les librairies suisses. Oui, alors c'est pas encore le cas, mais disons qu'il y a un livre en route, ouais. C'est le cas de le dire. Cool. Merci encore. Merci encore. Merci à vous.